Nous voici déjà arrivés à la dernière session du programme de ce soir, juste avant la keynote. Pour cette session, j'étais bien embêté parce que ça fait 3 jours que je cherche une transition entre COBOL et iPhone et j'ai pas trouvé. Alors du coup, pour parler d'iPhone, on a évidemment demandé à Jean-François Grand de nous en parler. Comment dire, Jean-François aime Apple. François aime l'iPhone. Jean-François aime l'iPad. Et plus grave, parce que tu te maries cet été, tu aimes Steve Jobs. Et donc, on pourrait dire qu'Apple te le rend bien, parce que pendant pas mal de temps, en fait, tu as gagné autant d'argent sur l'App Store qu'avec ton salaire de consultant, avec ton application iTime. C'était avant de venir chez Octo. C'était avant de venir chez Octo. Oui, les ventes ont baissé entre-temps. Tu as choisi comme thème de ta session iPhone passer de à l'ère post-gadget en entreprise. Et si, comme Jean-François, vous en avez marre des boîtes à paye aux anti-moustiques sur l'App Store, cette session est pour vous. Merci d'accueillir Jean-François Grand. Merci. Merci pour l'intro. Je crois qu'on est retransmis en direct de Casablanca, donc j'en profite pour dire bonjour à toutes les personnes qui nous suivent de là-bas. Vous avez peut-être remarqué que cette session elle s'inscrit dans le track durable. Alors c'est assez marrant pour une plateforme qui n'existait pas il y a 3 ans. Et justement, c'est tout l'enjeu de cette session, c'est de faire passer l'iPhone et de l'inscrire dans la durée dans votre entreprise. On va peut-être faire une petite analyse un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé. Il y a 3 ans, Apple sort l'iPhone. Donc, ceux qui le disent, ils révolutionnent le monde de la téléphonie. Il y a 2 ans, ils ont lancé l'App Store, à peu près jour pour jour d'ailleurs. Ils ont lancé l'App Store et ça a changé la manière de distribuer et de concevoir des applications sur mobile. Les premiers à s'être lancés sur l'App Store ont été des innovateurs. Ils ont eu pour beaucoup énormément de succès. Comme le disait Eric, il suffisait d'une boîte à paix pour cartonner sur l'App Store. Donc énormément de succès, et puis au fur et à mesure, les acteurs se sont intéressés à cette plateforme. Aujourd'hui, vous devez le savoir, la course à l'App Store elle est terminée. C'est-à-dire que vous avez probablement déjà dans votre secteur un concurrent qui a lancé son application. Donc ça ne sert à rien de le suivre. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a bientôt 250 000 applications sur l'App Store. Et donc, il faut savoir sortir un petit peu de cette quantité d'applications et savoir sortir la tête de l'eau. Alors ça veut dire que vous allez devoir faire des applications qui rendent plus de services, qui vont devenir plus complexes, et puis faire face à cette concurrence-là. Alors je n'ai pas la prétention sur cette session de vous expliquer comment faire de A à Z le projet iPhone qui déchire. Par contre, je vais vous donner quelques éléments qui vous permettront de réussir ces projets-là. Alors c'est des éléments qui sont tirés de mes expériences perso, parce que j'ai également ma société qui vend ces applications, mais qui sont aussi tirés, et surtout tirés, des expériences professionnelles qu'on mène à Octo. Vous allez retrouver des exemples d'applications qu'on a fait pour certains de nos clients. Bon, je vais arrêter, on va passer tout de suite dans les conseils. Alors le premier conseil que je peux vous donner, c'est de créer votre communauté. On a été habitué en fait sur des projets IT classiques à avoir la DSI, études, métiers, études et prod, et les métiers, à voir un petit peu de marketing. Et puis on faisait nos projets comme ça, donc une petite équipe, on sait combien de personnes interviennent, il n'y a aucun problème, on peut presque tous les nommer, ça dépend des projets et des entreprises. Et là en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il faut casser un peu ces frontières du projet. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que l'iPhone, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a 3 ans. On n'a pas un retour d'expérience, on n'a pas tous un retour d'expérience sur cette plateforme-là. On n'a pas encore eu le temps de se poser forcément les super questions, de trouver tous les concepts très innovants. Et en fait, en cassant les frontières de ce projet-là, et en faisant intervenir des gens de l'extérieur, vous allez pouvoir trouver les idées qui vont faire que vous allez avoir une application innovante, une application qui déchire. On aime bien dire ça chez Octo, c'est notre leitmotiv, on fait des applications qui déchirent. Donc cette communauté, en fait, où est-ce que vous allez la trouver? Comment vous allez la construire? C'est les gens qui sont dans votre entreprise, qui ne seront pas impliqués dans le processus projet, mais qui aimeraient participer à ce projet-là. Alors pour la construire, il n'y a rien de plus simple. Vous allez dans l'open space, et puis vous faites, excusez-moi 2 minutes, on va lancer un projet iPhone. Est-ce qu'il y en a qui sont intéressés pour participer au brainstorm et puis voir l'application évoluer? Levez la main. Et donc là, vous allez avoir une forêt de bras. Ça s'est testé, hein. Certains de nos clients l'ont fait, vous allez avoir une forêt de bras qui vont se lever. Alors, un autre moyen, si vous êtes dans une plus grosse société où vous n'avez pas d'open space, plein de petits bureaux séparés, etc., vous envoyez un mail. On va lancer un projet iPhone, dites-nous si vous êtes intéressé pour participer. Et là, naturellement, énormément de gens
vont être intéressés parce que c'est très novateur, parce que c'est très porteur, et puis parce que c'est sexy, quoi. On va rentrer chez soi, on va dire, écoute, chérie, là, ma boîte, elle fait une application iPhone, c'est énorme. Alors que les projets portail interne, généralement, c'est un peu difficile d'en parler au dîner, quoi. Alors cette communauté-là, c'est essentiel, on va l'utiliser tout au long du projet, donc je vais revenir dessus. Et on a mené l'expérience chez un client, donc Boursorama. Il y avait une communauté de 20 personnes côté Boursorama, qui allait donc de la personne en prod qui réparait dès que la base tombait, etc., jusqu'à l'un des DG. Et on avait les études, on avait le marketing, on avait la com. 20 personnes, tous au même niveau, ils donnaient tous leur feedback de la même manière, on les traitait de la même manière, même quand c'était le DG, non. Donc, très important. Et en plus de ça, on a proposé à ce client de mettre à disposition la communauté Octo. Donc on a dit, écoutez, chez nous, on a des clients de votre banque, on a des clients d'autres banques, on a des personnes qui adorent les technologies. Donc si ça vous intéresse, on met à disposition cette communauté, et puis on la fait participer pour vous donner des idées, pour faire réagir, pour intervenir au cours du processus. L'idée derrière, c'est d'avoir la meilleure adoption possible. Meilleure adoption possible. Et donc faire l'application qui sera un blockbuster plus tard. Ou éviter en tout cas de tomber sur la case d'à côté, vraiment faire un succès. Alors première fois qu'on les fait intervenir, c'est sur la définition de la vision produit. Alors qu'est-ce que c'est la vision produit? La vision produit, c'est une application de gestion du temps qui permet de saisir ses activités en moins de 3 minutes par jour. Ça, c'est une vision produit. Et derrière ça, énormément de choses, énormément de fonctionnalités. Pour saisir en moins de 3 minutes par jour, il faut que j'ai des facilitateurs, donc j'ai des tâches par défaut. Pour saisir en moins de 3 minutes par jour, peut-être que je vais aller récupérer des informations dans mon calendrier pour pouvoir remplir directement mon timesheet, mon CRA. Donc plein de fonctionnalités, c'est ces fonctionnalités qu'on illustre ici, et c'est ces fonctionnalités que vous allez demander à votre communauté. Donc allez-y, envoyez-leur un mail, qu'est-ce que vous avez comme idée? Alors idée normale, idée folle, qu'est-ce que vous voulez voir? Qu'est-ce qui vous ferait... qu'est-ce qui ferait que cette application-là serait totalement différente des autres? Allez-y, faites-le. Et donc, vous avez récupéré énormément d'informations. Donc, vous allez la classer, puis vous allez voir très rapidement, il y a plein de fonctionnalités très importantes qui se détachent. Vous allez avoir 50 personnes qui vont dire, moi, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Donc déjà, la première chose positive, c'est que vous n'allez pas passer à côté des fonctionnalités clés. Et puis ensuite, dans tout ce lot-là, vous avez forcément des créatifs. Les gens, ils sont venus, cette communauté-là, c'est sur la base du volontariat. Et ces gens-là, ils ont peut-être la killer feature. La killer feature, c'est très très important sur un projet iPhone. C'est celle qui va faire que vous allez sortir la tête de l'eau, que vous allez passer devant votre concurrent, que vous allez avoir le petit truc qui va faire le buzz, et que votre application, quelque part, va avoir du succès. Et en fait, quand il y a 10 personnes autour d'un projet, c'est très difficile sur cette masse de 10 personnes d'avoir la super idée. Alors que là, vous avez réussi à solliciter 30 personnes qui vont toutes vous donner qu'est-ce que moi je verrais bien dedans. En mode brainstorming, alors on peut animer, on anime d'ailleurs des ateliers de brainstorm, mais c'est très très créatif, ou même par mail, on fait ça beaucoup chez Octo sur des applications, on envoie, alors qu'est-ce que vous verriez comme application dans la banque, quelle super fonctionnalité vous verriez. Et c'est comme ça qu'on construit en fait la vision produit et les fonctionnalités qui est derrière. Donc là c'est super. On a l'application, ce qu'on veut faire, on est tous alignés sur la même vision produit, on sait où on va. Mais comment est-ce qu'on met ça en application? Comment est-ce qu'on va passer de ces post-it-là en fait, à ces post-it-là? Bon, la photo est un peu crade. Je dirais que c'est parce que je l'ai prise avec un iPhone et ce n'était pas l'iPhone 4. Donc, en fait, chez Octo, on a fait des post-it qu'on va vous distribuer, on les mettra sur les tables à l'entrée. Des post-it qui sont au format de l'iPhone, avec des petites encoches ici, alors vous voyez peut-être pas, c'est un amas de pixels un peu flou, avec des petites encoches sur les composants standards qui permet de croquer très rapidement une interface on va dire iPhone. Et en fait, on va se mettre autour d'une table, on va discuter, donc on fait ça avec des ergonomes, des personnes qui connaissent bien l'iPhone, avec aussi les sponsors du projet, et puis on va itérer, on va faire une première version. Moi, je vois bien l'application comme ça, tiens, je te dessine le truc. Ah ouais, puis après, on pourrait faire telle fonctionnalité. Donc, on va faire les post-it, on va les lier en fonction des différents composants. Puis, on va prendre un peu de recul. Alors, la fonctionnalité où il y avait 50 post-it là, celle qui est super importante, il me faut 4 écrans pour y accéder. Un problème. Donc, on va réitérer. On va remettre ça sur l'ouvrage et puis on va réitérer jusqu'à ce qu'on ait une application qui arrive à convenir à un maximum de personnes et qui soit cohérente avec les usages qu'on va en faire.
Donc là, vous voyez, post-it, idée, on travaille en atelier, ça nous amène naturellement vers l'autre point que je voulais, un des autres points que je voulais évoquer avec vous, qui est l'agile. Désolé. Alors, c'est un tableau avec des post-it. Alors, les méthodologies agiles, si vous connaissez un peu Octo, si vous êtes venu aux sessions USI des années précédentes, vous savez que c'est très très adapté pour les projets innovants. Donc là, je vais rien vous apprendre. Alors, pourquoi est-ce que c'est très adapté au projet iPhone? Parce qu'on est au summum des applications innovantes. Alors, pour deux raisons. C'est très adapté à l'iPhone. La première, c'est la durée des cycles projets. Un projet iPhone, vous partez en vacances, il n'a pas commencé, vous revenez, il est terminé. On a des projets iPhone chez Octo qu'on mène 4 à 6 semaines. Très rapide. On en a qui sont plus longs. Mais c'est à peu près le temps qu'on met pour développer. 4 à 6 semaines. On ne peut pas s'endormir. Ça veut dire que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut être capable de fournir un maximum de feedback tout au long du projet, fournir des nouvelles versions à votre communauté, parce qu'elle va vous donner du feedback, elle va vous dire, moi ça m'intéresse, ou ça je l'aurais plutôt vu comme ça, ou essayé comme ça, et puis vous allez pouvoir tester en cours de projet. Mais ça veut dire que vous devez être en capacité de produire, et aussi de recevoir et de modifier. Et les méthodologies agiles vous permettent de faire ça. Donc le premier point, des délais de développement extrêmement courts. Le second point, c'est la concurrence. Je vous l'ai dit, c'était ma deuxième slide, 250 000 apps sur l'App Store. Probablement plein d'applications de vos concurrents. Et il faut pouvoir réagir à ça. Donc il y a deux cas. Il y a le cas du... le DG de mon concurrent vient d'annoncer que dans 3 semaines, il allait sortir son application iPhone. Vite, il faut qu'on la sorte. Et là, grâce aux méthodologies agiles, vous savez que chaque semaine, on va livrer une version de l'application. Et chaque semaine, on va être capable de dire, cette application, elle est stable, c'est une version qui est stable. Et donc, je vais pouvoir la pousser sur l'App Store. Premier cas. Le second cas, c'est le cas inverse, c'est on m'a coiffé au poteau, c'est exactement la même application, comment je vais faire quoi? Donc il faut réintégrer des fonctionnalités. Et là encore, l'agile vous permet, c'est la méthodologie projet qui va vous permettre de réintégrer des fonctionnalités en cours de route, donc vous allez reprendre le backlog initial. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je parlais de 4 semaines, application Boursorama, 4 semaines de développement. Je vous cache pas que celle-ci, j'aurais du mal à la publier sur l'App Store quand même. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur un écran, en fait, on va le faire vivre tout au long du projet. Alors lors de la keynote précédente, on disait le client, c'est pas forcément ce qu'il veut. C'est pas tout de suite ce qu'il veut. Donc première itération, on rend la fonctionnalité. Ensuite, on commence à l'habiller, on va ajouter la pub. Après, on va rajouter d'autres fonctionnalités comme un bandeau de défilement des cours de bourse. Puis on va se rendre compte qu'en fait, quand on clique dessus, une fois sur deux, on clique sur la pub, donc c'est un peu pénible. Donc on va le réintégrer, on va bouger, on va supprimer la pub. Et puis on se rend compte aussi qu'ici c'est un peu vide, on aimerait plutôt en mettre 3, donc on va réduire le champ recherche, on va l'intégrer en haut. Voilà. Ça c'est un cas concret de comment vit une application dans un cycle projet. Et ça, c'est des choses qu'on peut vraiment très peu prévoir, même si on a le post-it à la bonne forme, à la bonne taille, avec les bons composants. C'est quelque chose qu'on voit que quand on a l'iPhone dans la main, quoi. Même dans le simulateur, quand on développe, on ne le voit pas. Alors le point suivant, c'est la maîtrise. Alors sans maîtrise, la puissance n'est rien. Vous avez lancé beaucoup de projets, il y a beaucoup d'idées, vous avez fait faire des projets par des prestataires, après vous avez repris ça en interne, vous avez redéveloppé des projets en interne, vos entités marketing ont lancé leurs projets aussi, et puis ils vous ont même pas consulté, vous l'avez vu le jour où c'est sorti sur l'App Store. Il faut maîtriser tout ça. Alors c'est pas parce que on est sur des projets innovants qu'on ne peut pas appliquer les bonnes choses qu'on applique sur nos projets Java par exemple. Et donc le premier conseil que je vous donnerais, c'est le test. Donc ça, si vous n'avez pas le bon pneu, votre Corvette, elle prend le mur. Donc il faut tester. Ça, c'est évident. Mais alors, est-ce qu'il y a des outils de test sur iPhone? Est-ce que c'est possible de faire du test sur iPhone? La bonne nouvelle, c'est que oui. Même si la plateforme, elle existe depuis, elle existe depuis un peu plus de 2 ans et demi. Ouais, 2 ans et demi. Il existe des outils de test. Alors, on peut faire du test unitaire, que vous connaissez bien. Donc il y a des outils pour ça, je vous laisse prendre note. Mais il y a également des tests d'interface graphique qu'on voit très peu sur des applications de gestion que vous faites. Alors qu'est-ce que c'est un test d'interface graphique? Un test d'interface graphique, c'est ça. Donc ça, c'est un exemple de Generali. Un test d'interface graphique, ça va être, je vais simuler toutes les actions des utilisateurs. Donc je vais cliquer, je vais simuler le clic, je vais simuler les réparateurs suivants, afficher la liste. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un parcours utilisateur? Je vais pouvoir faire un test sur 5 minutes. Donc hop, il va vérifier toutes les inputs qui sont rentrés, il va vérifier que ça a été bien saisi, il va faire plein de tests tout au long du déroulement. Et ça, c'est un des exemples de tests d'interface graphique. Alors après, ce qu'on peut faire, c'est soit comparer des valeurs dans l'interface, soit comparer qu'on a exactement les mêmes écrans avant ou après. Alors s'il y a une différence, il nous alerte, on va pouvoir dire, oui, tiens, c'est la nouvelle référence, mon graphisme a filé une nouvelle version, voilà la nouvelle référence.
Ou alors, on va même pouvoir faire des tests type test de charge, c'est-à-dire que je fais tourner l'application, je fais un scénario pendant 10 heures, et puis je regarde les performances. C'est d'autant plus possible que Apple a sorti très récemment un outil de test d'interface graphique intégré à sa solution de monitoring des performances, et qu'on peut faire tourner sur l'iPhone et sur le simulateur. Alors l'étape suivante, c'est qu'une fois qu'on a fait les tests, on va vouloir les industrialiser. Donc on va construire des usines de développement, c'est des composants peut-être que vous connaissez si vous venez du monde Java. En fait, elles répondent à un problème, elles sont basées sur des composants standards, pour ceux qui connaissent, et elles permettent dans le contexte iPhone de répondre à un problème. Un problème que certains connaissent, si vous avez déjà fait des applications iPhone, c'est vendredi 14h. Ouais, excuse-moi, j'ai une réunion avec le DG cet après-midi, là, dans 20 minutes. Est-ce que tu peux me passer la dernière version là, j'ai 10 minutes pour en parler avec lui. Et là, ah bah non, c'est pas possible. Là. Pas de bol, je suis en train de rebosser sur l'écran d'accueil, là, et c'est Apocalypse Now. Par contre, si c'était passé ce matin, j'avais une super version, elle était stable avec tout ce que tu voulais. Avec les usines de développement, vous allez être capable de répondre à ce problème-là, qui est un vrai problème sur l'iPhone, qui est que vous avez les mêmes environnements de développement globalement, de dev, d'homologation fonctionnelle, donc c'est ce que vous allez pousser à votre communauté, et de prod, ce que vous allez mettre sur l'App Store ou en diffusion interne. Dernier point que je voudrais aborder, c'est l'architecture. Alors c'est super l'architecture. Vous avez l'architecture SOA 2.0 chez vous. Tous vos services métiers sont exposés, sont utilisés d'ailleurs même par vos sites web, par vos partenaires. C'est génial. Ou pas. C'est génial. Et puis là vous dites, wow, une application iPhone, tranquille, je vais utiliser mes services métiers. C'est pas possible. Pour deux raisons. Tout d'abord, deux raisons qui sont liées en fait au réseau par lesquels vous passez. Première raison, c'est que les débits sont très faibles et en plus ils sont variables. C'est-à-dire que si vous êtes en GPS, en Edge ou en 3G, vous avez des débits qui sont parfois assez erratiques et vous devez minimiser au maximum la taille de vos services et la taille de l'enveloppe pour maximiser la taille les données utiles que vous transportez. Donc pour ça, on utilise par exemple chez Octo, on utilise beaucoup de projets font ça, du JSON, qui est un format léger, donc je vous encourage à aller regarder si vous êtes dans cette démarche de construction de services. Et ensuite, on est sur des réseaux qui ont énormément de latence. Donc vous ne pouvez pas agréger des services sur le même écran. Vous ne pouvez pas faire, alors j'ai un écran composite, je vais appeler un premier service. Ok, il est revenu. Je vais utiliser des données, je vais appeler un autre service. Ok, il est revenu. Je suis passé en 3G entre-temps. Et un troisième, vous avez compris le truc. Donc il faut faire en sorte que vous ayez un service par action utilisateur. C'est extrêmement important. Alors ça ne veut pas dire que votre architecture de service existante, vous allez acheter à la poubelle. Vous allez la garder et vous allez construire au-dessus une brique de service mobile. Alors ces services mobiles-là, ils vont aller faire tout le travail d'agrégation et d'appel sur les services métiers, si vous en avez. Et derrière, ils vont faire aussi le travail de formatage pour avoir un format qui soit adapté à l'iPhone. Alors je vous dis l'iPhone, mais en fait ça marchera très bien sur Android. On a un article sur notre blog qui a été publié cette semaine et qui parle justement, qui traite de ces développements en parallèle multi-terminaux. Je vous encourage à aller le voir, donc blog.octo.com, il y aura l'URL à la fin. Donc si on récapitule, on a créé sa communauté qui nous a alimenté en idées, qui nous a permis d'être sûr sur le périmètre fonctionnel de notre application. On l'a alimenté tout au long du projet, elle nous a fourni des feedbacks grâce aux méthodologies agiles. Ces développements qu'on a faits, qui sont assez rapides, on les a maîtrisés dans le temps. Donc si l'OS 4, demain, il sort, j'ai pas de questions à me poser, je vais pouvoir les retester de manière automatique avec les mêmes scénarios et voir où est-ce que j'aurai éventuellement des problèmes. Et enfin, donc ça c'est pour pérenniser, et enfin sur l'architecture, j'ai construit la première brique de mon architecture de service mobile. Donc là, on a une super application, c'est parfait. But there is one more thing. Je me devais de la faire celle-ci. Bah ouais, vous avez une super application, mais ça ne s'arrête pas là le projet. Encore moins sur l'App Store. Il faut la promouvoir cette application. C'est pas du code sale. C'est période de solde en plus, c'est vraiment d'actualité. Il va falloir la vendre cette application-là. Et donc, il va falloir mobiliser tout le monde, les acteurs de la com, du marketing,
toute votre communauté pour faire en sorte que vous activiez un maximum de liens, pour faire en sorte que les premiers jours, qui sont les plus importants, ceux où vous avez le plus de visibilité sur l'App Store, vous les utilisiez afin que votre application elle soit dans le top 10 de votre catégorie, voire le top 10 de l'App Store. Ça, c'est l'enjeu. Et derrière, c'est un cercle vertueux. Vous êtes dans le top 10, vous êtes vu, vous êtes téléchargé. Et à l'inverse, la spirale infernale, vous n'y êtes pas. Donc c'est très important de se baser sur cette communauté-là. Je vais m'arrêter là, je crois que je suis pile poil. C'était les quelques éléments que je voulais vous donner. Et c'est quelques éléments qui vous permettront vraiment d'inscrire l'iPhone dans la durée et de réussir vos projets. C'est pas tout, il y en a d'autres. Alors on aura des moments pour discuter, je vous encourage à venir me voir, je serai là pendant les 2 jours, et puis on pourra en discuter, et on mettra donc ces fameux post-it en accès libre à l'accueil en bas. Voilà. Je vous remercie. Alors, on devrait pouvoir prendre quelques questions, je pense. On a le temps pour 1 ou 2 questions, peut-être rapides. Voilà, monsieur a levé la... Alors, je crois que la presse d'après, de toute façon... Fabien Solman de Generali, j'aurais voulu parler des coûts. À votre avis, quelle répartition on doit prévoir entre les coûts de dev et les coûts de mise en marché sur un projet iPhone? Les coûts de mise en marché, c'est-à-dire? Ce dont on parlait, marketing, com et faire connaître l'appli. Alors, ça c'est vraiment dépendant de votre contexte. On a eu plusieurs cas, c'est-à-dire... je prends l'exemple par exemple d'une société comme Boursorama. Il y a un concept fort, une vraie attente des clients. Et en fait, ils n'avaient pas besoin de faire une promotion particulière. Ils avaient un certain nombre d'utilisateurs par jour qui utilisaient le site mobile. Donc là, ils ont juste à mettre une pop-up, télécharger l'application et ils ont 10 000 downloads dans la journée. Et donc là, ils sont dans le top et ils y restent. Alors il y a d'autres cas sur des applications internes. Et là, c'est de la promotion interne. On parle beaucoup d'applications App Store, mais c'est possible de mettre des applications hors cycle de validation Apple et de les diffuser en diffusion interne à votre entreprise. C'est quelque chose dont on parle peu. Et là, c'est à vous de sponsoriser ce lancement. Après, il y a aussi des cas où l'application iPhone, et c'est souvent le cas, s'inscrit dans une politique de communication globale. C'est ce qu'on voit beaucoup chez des banques, chez des assureurs, etc. Donc, ils ont une campagne de pub, ils sont innovants, ils veulent montrer qu'ils sont innovants, ils lancent l'application, et en fait, c'est l'application aide la com aide l'application, on ne saurait pas vraiment dire. Après, sur des budgets, j'ai pas de réponse précise. Ça dépend vraiment de la nature et de l'ambition de la société. Mais je crois que Generali, vous êtes plutôt bon sur ce sujet-là, donc puis qu'il y a des personnes qui pourront répondre dans la salle, je pense. Une autre question peut-être? On a le temps pour une dernière. Là, aujourd'hui, tu as parlé des applications effectivement disponibles sur l'App Store. Aujourd'hui, nous, on nous demande en interne, on voudrait des applications métiers sur l'interne. A priori, on ne voudrait pas les exposer sur l'App Store. Quelles sont les solutions? Alors, il y a plusieurs moyens, plusieurs possibilités. Je ne sais pas de quelle société vous êtes, pardon. Leroy Merlin. D'accord. Sympa. Je vois bien les idées d'application. on ira boire ensemble tout à l'heure. Donc, alors il y a plusieurs possibilités. Il y a la première possibilité qui est celle qu'on utilise pour la communauté, c'est du déploiement ad hoc. Donc le déploiement ad hoc, c'est un déploiement qui permet de déployer vers 100 terminaux identifiés un par un. Dans votre cas, c'est vraiment pas celui que je vous conseille. Il y a un autre déploiement, donc on connaît le déploiement App Store, qui vient avec le déploiement ad hoc, et il y a un autre mode en fait de déploiement qui s'appelle le déploiement in-house. C'est du déploiement en fait qui va vous permettre de construire l'application. Vous la signez juste avec un certificat qui vous est donné par Apple. Donc ce certificat, vous le donnez avec l'application à votre utilisateur, et derrière il aura l'application installée. Et nouveauté en fait depuis l'iOS 4 qui est sorti il y a quelques semaines, c'est que vous êtes même capable de le faire sans avoir besoin d'iTunes ou d'un autre utilitaire, uniquement pour l'iPhone. Et donc vous êtes capable de créer votre propre App Store finalement. C'est-à-dire je me fais mon portail sur un serveur Apache, je mets les binaires dessus, la personne se connecte, elle télécharge et hop, l'application elle est sur mon iPhone. Et ça c'est tout à fait possible. Ça s'appelle le déploiement in-house et puis tout à l'heure pour en discuter. Je pense que c'est tout. Je vous remercie de votre attention et puis n'hésitez pas à venir me voir si vous avez des questions ou si vous souhaitez challenger. Merci.